Vous ne devriez pas vous promener seul ici, commandant. Ce n'est pas sûr. Le jeune soldat barra le chemin de Sarah, près des hangars. J'ai juste besoin d'air. Je vais bien. Sarah tenta de le contourner, prise de vertige, à cause du mélange de médicaments. Les femmes officiers pensent qu'elles peuvent tout gérer. C'est ça le problème. Sa voix trahissait clairement son mépris et son hostilité. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle était sur le point de s'évanouir et qu'un humble mécanicien à proximité allait tout risquer pour lui venir en aide. Avant de nous plonger dans cette histoire incroyable, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires. Bonne lecture! Les verres en cristal tintèrent lorsque les officiers célébrèrent une nouvelle cérémonie de promotion à la base aérienne de Whitmore. La commandante Sarah Mitchell se tenait droite dans son uniforme bleu, ses yeux perçants scrutant la pièce avec une précision militaire. À 34 ans, elle imposait le respect à tous les soldats de la base. « Félicitations pour vos nouvelles nominations », dit Sarah en levant son verre vers les officiers nouvellement promus. Le champagne avait un goût différent ce soir-là, plus fort en quelque sorte. Elle avait oublié de mentionner à quiconque qu'elle avait pris des somnifères avant la cérémonie. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Sarah se sentait inhabituellement étourdie. La pièce semblait tourner légèrement et sa vision habituellement nette commençait à se brouiller. « J'ai besoin d'air », murmura-t-elle en s'éloignant du club des officiers bondés. L'air nocturne lui frappa le visage alors qu'elle se dirigeait vers les hangars d'aviation. Ces structures imposantes lui procuraient toujours un sentiment de paix, lui rappelant pourquoi elle avait rejoint l'armée de l'air. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Ses jambes étaient molles et le sol semblait bouger sous ses pieds. David Rivers effectuait sa ronde de sécurité lorsqu'il aperçut une silhouette près du hangar 7. En tant que mécanicien civil et ancien sergent, il connaissait ces lieux comme sa poche. Lorsqu'il s'approcha, son cœur s'arrêta de battre. Le commandant Mitchell gisait inconsciente sur le béton, son uniforme froissé et le visage pâle. David vérifia immédiatement si elle était blessée et si ses signes vitaux étaient normaux, sa formation médicale militaire prenant automatiquement le relais. « Madame, commandant Mitchell ?» appela-t-il, mais elle ne répondit pas. Le centre médical de la base était fermé pour maintenance, et la tempête qui approchait empêchait tout transport médical. David prit une décision en une fraction de seconde, qui allait changer leur vie à tous les deux. Il souleva délicatement le commandant inconscient et la transporta jusqu'à son camion, envoyant des SMS urgents à son supérieur pour lui rendre compte de chacune de ses actions. Alors que la pluie commençait à tomber, David se dirigea vers sa petite maison, juste à l'extérieur de la base. Il ne se doutait pas que cet acte de devoir et de compassion allait bientôt faire de lui l'homme le plus détesté de la base aérienne de Whitmore. Sarah ouvrit lentement les yeux. La pièce lui était inconnue, avec son mobilier simple et ses couvertures militaires. Elle portait un peignoir emprunté et son uniforme était soigneusement suspendu à une chaise à proximité. « Vous êtes réveillé ?» dit une voix calme depuis l'embrasure de la porte. David Rivers se tenait là, une tasse de café à la main, l'air fatigué mais alerte. « Comment vous sentez-vous, commandant ?» Sarah se redressa rapidement, son entraînement exigeant des réponses. « Où suis-je? Que s'est-il passé ? Vous vous êtes évanoui près du hangar 7 hier soir. Le centre médical était fermé et avec la tempête, je n'ai pas pu trouver de moyen de transport. Je vous ai amené ici et j'ai surveillé votre état toute la nuit. » David lui montra son téléphone avec les SMS qu'il avait envoyés à son supérieur. « J'ai dormi sur le canapé pour m'assurer que vous alliez bien. Vous présentiez tous les symptômes d'une mauvaise réaction au mélange de médicaments et d'alcool. » Sarah scruta son visage. Cet homme avait suivi les protocoles militaires appropriés, même en tant que civil. Le respect dans sa voix était sincère, contrairement à la crainte qu'elle percevait habituellement chez ses subordonnés. « J'ai une fille, Emma. Elle a 8 ans. Elle a passé la nuit chez sa grand-mère à cause de la tempête, poursuivit David. Je voulais que vous sachiez que vous étiez en sécurité ici. »
Sarah remarqua la précision militaire avec laquelle il avait rangé son uniforme et les articles médicaux sur la table de chevet. Ce n'était pas un geste anodin. Cet homme comprenait le sens du devoir. « Merci », dit-elle doucement. « Vous avez fait ce qu'il fallait. » Mais même pendant qu'elle parlait, Sarah était rongée par l'inquiétude. Les règlements militaires étaient stricts en matière de fraternisation. Si quelqu'un découvrait ce qui s'était passé cette nuit-là, leur carrière pourrait être ruinée. David semblait lire dans ses pensées. « J'ai tout documenté, madame, chaque décision, chaque action. Si des questions se posent, nous avons la vérité. » Sarah acquiesça, mais au fond d'elle-même, elle savait que la vérité ne suffirait peut-être pas à les protéger de ce qui les attendait. Sarah retourna à la base le lendemain matin, essayant d'agir normalement. Mais la gentillesse de David restait gravée dans son esprit. Cela faisait des années que personne ne l'avait traité comme une personne et non comme un simple grade. Au cours de son inspection habituelle du hangar, elle trouva David en train de travailler sur un moteur. Les autres mécaniciens se mirent rapidement au garde-à-vous lorsqu'ils la virent, mais David se contenta de hocher la tête respectueusement et continua son travail. « Sergent Rivers, » dit-elle doucement, utilisant son ancien grade militaire. « On peut parler ?» Ils s'éloignèrent des autres ouvriers. Sarah baissa la voix. « Je voulais vous remercier comme il se doit pour hier soir. »« Il n'y a pas de quoi, madame. N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, ce n'est pas vrai. Vous avez suivi le protocole à la lettre. Vous nous avez protégés tous les deux. » David s'essuya les mains sur un chiffon. « J'ai passé 12 ans dans l'armée avant d'être blessé. Je sais comment ça marche. C'est pour ça que j'ai tout documenté. » Sarah était surprise. La plupart des gens étaient nerveux en sa présence, même les autres officiers. Mais David parlait avec une assurance tranquille, faisant preuve de respect sans crainte. « Pourquoi avez-vous quitté l'armée ?» demanda-t-elle. « Moi, j'ai été blessé par des éclats d'obus en Afghanistan. Les médecins m'ont dit que je pouvais rester, mais je devais penser à Emma. Elle avait besoin de son père à la maison. » Sarah n'avait jamais rencontré quelqu'un qui avait choisi sa famille plutôt que sa carrière militaire. Dans son monde, le devoir passait toujours en premier. « C'est une perte pour l'armée, » dit-elle, et elle le pensait vraiment. En s'éloignant, Sarah réalisa que quelque chose avait changé. Pour la première fois de sa carrière, elle avait rencontré quelqu'un qui comprenait l'honneur militaire, mais qui n'avait pas peur de son autorité. Mais elle savait aussi que dans le monde rigide des règles militaires, la compréhension et l'amitié pouvaient être plus dangereuses que n'importe quel ennemi. Le soldat Jake Morrison avait toujours détesté recevoir des ordres d'une femme. À 26 ans, il avait plusieurs sanctions disciplinaires à son actif et nourrissait une colère grandissante envers les femmes au pouvoir. Jake avait des connaissances informatiques de base et savait comment accéder aux dossiers des employés. Lorsqu'il vit les SMS de David proposant son aide au commandant Mitchell, son esprit se mit à travailler. « C'est parfait », murmura Jake en copiant les messages. En quelques heures, Jake avait complètement déformé l'histoire. Il publia sur les réseaux sociaux militaires que David et Sarah avaient une liaison. Il ajouta des photos floues prises par une caméra de sécurité montrant David portant Sarah, mais supprima tout contexte concernant son urgence médicale. Une femme commandant prise dans un scandale avec un employé civil, écrivit Jake. La discipline militaire est morte. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre dans les réseaux militaires. Les soldats la partagèrent, la commentèrent et ajoutèrent leurs propres théories. Le soir venu, les chaînes d'information locales avaient repris l'histoire. Le colonel Bradley Hayes a lu les articles avec intérêt. À 58 ans, Hayes avait passé sa carrière à lutter contre ce qu'il appelait le « politiquement correct » dans l'armée. Il pensait que les femmes comme Sarah détruisaient la tradition militaire. Hayes cherchait un moyen de démettre Sarah de ses fonctions. Elle était trop progressiste, trop disposée à changer les anciennes méthodes. Ce scandale était exactement ce dont il avait besoin. « Enfin », se dit Hayes en relisant les faux articles, « il est temps de faire le ménage. » Hayes convoqua une réunion d'urgence avec son équipe.
Nous avons un sérieux problème avec le commandant Mitchell. Ce genre de comportement est intolérable. Sarah n'avait aucune idée que son geste de gratitude envers David avait été utilisé contre eux deux. La vérité allait bientôt être la première victime d'une guerre dont elle ignorait même l'existence. Sarah était assise en face du colonel Hayes dans son bureau, un document officiel entre eux. La pièce était froide et hostile. « Signez cette déclaration, commandant », dit Hayes en poussant le papier vers elle. « Il est écrit que vous n'avez eu aucun contact personnel avec David Rivers et que vous approuvez son renvoi immédiat. » Sarah lut attentivement le document. Chaque mot était un mensonge. « Je ne signerai pas, monsieur. Vous ne me laissez pas le choix. Je recommanderai votre renvoi devant la cour martiale », la menaça Hayes. « Pour quel motif ? Conduite indigne d'un officier. Relation inappropriée avec des employés civils. » Sarah se leva. « Je demande à rencontrer tous les officiers supérieurs. Je veux présenter mes preuves. » Hayes rit. « Des preuves ? Les photos parlent d'elles-mêmes. Les photos montrent une intervention médicale d'urgence. David Rivers a suivi les procédures appropriées et a tout documenté. » 1 heure plus tard, Sarah se tenait devant l'ensemble du personnel de commandement. Elle avait imprimé et classé les SMS de David. Elle avait les dossiers médicaux montrant sa réaction aux médicaments. Elle avait les déclarations des témoins, notamment celle du garde de sécurité qui l'avait vu s'effondrer. David Rivers a agi avec honneur et professionnalisme. Il m'a sauvé la vie et a protégé notre réputation à tous les deux en suivant correctement tous les protocoles, déclara Sarah. Certains officiers acquiescèrent, d'autres semblaient mal à l'aise. La salle était clairement divisée. Le colonel Hayes se leva avec colère. C'est exactement le problème avec les femmes au pouvoir. Elles trouvent des excuses au lieu d'assumer leurs responsabilités. J'assume l'entière responsabilité de mes actes, monsieur. Je défends également ceux qui ont agi avec intégrité. Sarah regarda autour d'elle. Elle savait que ce moment allait déterminer toute sa carrière. Certains visages lui témoignaient leur soutien, d'autres leur doute. Mais elle avait pris sa décision. Elle ne reculerait pas. L'enquête de l'inspecteur général commença 3 jours plus tard. Sarah fut soumise à un interrogatoire officiel, tandis que David était suspendu sans salaire dans l'attente des résultats. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé cette nuit-là », demanda l'enquêteur à Sarah pour la 3e fois. Sarah répéta son histoire avec une précision militaire. Chaque détail correspondait parfaitement à la version de David. Pendant ce temps, David était assis dans sa petite cuisine, fixant les factures qu'il ne pouvait pas payer. Emma jouait tranquillement dans le salon, inconsciente que le travail de son père était en danger. « Papa, pourquoi tu es triste ?» demanda Emma en grimpant sur ses genoux. « Ce sont juste des problèmes au travail, ma chérie. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Mais David était très inquiet. Sans son travail, il ne pourrait plus subvenir aux besoins d'Emma ni payer leur maison. Sarah se rendit chez David ce soir-là pour coordonner leurs témoignages. Elle rencontra Emma pour la première fois, une fillette de 8 ans, vive et brillante, qui avait les yeux doux de son père. « C'est vous, la dame que papa a aidée ?» demanda Emma sans détour. « Oui, c'est moi. Ton papa est un héros. » Sarah regarda David aider Emma à faire ses devoirs. Elle vit comment il conciliait son rôle de père et son intégrité. Son éducation militaire lui avait donné autorité et discipline, mais David avait quelque chose de différent, la sagesse de savoir ce qui comptait vraiment. « L'enquête pourrait prendre des mois, » dit Sarah à David, après qu'Emma fut couchée. « Je sais, mais nous avons fait ce qu'il fallait. Cela doit compter pour quelque chose. » Sarah espérait qu'il avait raison, mais elle avait vu comment l'armée pouvait détruire des gens bien lorsque la politique s'en mêlait. « Quoi qu'il arrive, je ne les laisserai pas te détruire pour m'avoir aidé, » promit Sarah. David acquiesça, « et je ne les laisserai pas te détruire pour avoir défendu la vérité. » Ils étaient tous deux sur le point d'apprendre combien cette promesse allait leur coûter. 4 mois passèrent. L'enquête s'éternisait sans fin en vue. Sarah restait en service, mais sous surveillance constante. David n'avait toujours aucun revenu. « On ne peut plus attendre.
dit Sarah lors d'une de leurs réunions de coordination. « Que proposes-tu » demanda David. « Il y a un groupe de soutien aux anciens combattants à l'église locale. Ils ont besoin d'aide pour des programmes de formation professionnelle. » David fut surpris. « Tu veux faire du bénévolat ? Ces hommes et ces femmes ont servi leur pays. Ils méritent mieux que ce qu'ils ont. » Tous les samedis, Sarah et David ont commencé à travailler avec des anciens combattants à l'église Saint-Marc. Sarah s'occupait de la paperasse et de l'organisation du programme. David enseignait des compétences pratiques en mécanique. Au début, seuls 5 anciens combattants se sont présentés. Mais le bouche à oreille a fait son œuvre. Sarah a découvert les véritables difficultés auxquelles sont confrontés les militaires en transition. Trouver un emploi, faire face à leurs blessures, subvenir aux besoins de leur famille. « Je ne savais pas que c'était aussi difficile », avoua Sarah à David après leur 6e session. « Les officiers ne voient généralement pas cet aspect des choses », répondit David, « mais tu apprends vite. » Au bout de 8 mois, il comptait 20 participants réguliers. Sarah avait noué des relations personnelles avec chaque ancien combattant, ce que sa formation militaire ne lui avait jamais appris. Les programmes de formation technique de David fonctionnaient. Les anciens combattants trouvaient des emplois dans des garages et des usines locaux. Emma les accompagnait souvent pour aider à organiser le matériel et discuter avec les enfants des anciens combattants. Elle apportait de la joie à des gens qui avaient oublié comment sourire. « Vous changez des vies ici », a déclaré le pasteur Williams à Sarah un samedi. Sarah a regardé les anciens combattants acquérir de nouvelles compétences et retrouver un but dans la vie. Pour la première fois de sa carrière, elle avait le sentiment de faire une réelle différence. Mais elle savait aussi que le colonel Hayes observait tout ce qu'il faisait, attendant sa prochaine occasion de frapper. 18 mois plus tard, le programme pour anciens combattants avait dépassé toutes les attentes. Sarah avait tout soigneusement consigné, 73% des participants avaient trouvé un emploi, 85% avaient terminé leur formation technique. Ces chiffres sont incroyables, s'était exclamée Maria Santos, directrice du bureau local des anciens combattants. Ce programme fonctionne mieux que la plupart des programmes officiels. Sarah avait également changé. Son style de leadership, autrefois purement militaire, s'était adouci pour inclure une véritable attention à chaque personne. Les anciens combattants appréciaient son mélange de rigueur et de compassion. David dirigeait la formation technique avec une efficacité discrète. Son atelier était toujours rempli d'anciens combattants qui apprenaient la soudure, l'électricité et la réparation de moteurs. Les entreprises locales ont commencé à l'appeler directement pour lui demander des travailleurs qualifiés. « Monsieur Rivers m'a appris tout ce que je sais », a déclaré l'ancien combattant Tom Bradley lors de la cérémonie de remise des diplômes. « Maintenant, j'ai une vraie carrière. » Emma, désormais âgée de 9 ans, était devenue la mascotte officieuse du programme. Elle aidait à animer les activités pour les enfants pendant les sessions familiales et faisait sourire tout le monde avec ses questions innocentes sur la vie militaire. La communauté locale soutenait le programme par des dons et des partenariats professionnels. Les quincailleries donnaient des outils. Les restaurants fournissaient les repas pour les grands événements. Sarah s'est retrouvée à travailler avec David comme une partenaire à part entière, et non comme un supérieur qui lui donnait des ordres. Leurs compétences différentes se complétaient parfaitement. Son sens de l'organisation et ses connaissances pratiques ont permis de créer quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu construire seul. « Nous formons une bonne équipe », a déclaré David un samedi soir, alors qu'il rangeait après une session de formation réussie. « Oui, c'est vrai », a répondu Sarah. « J'ai appris davantage sur le véritable leadership au cours de ces 18 mois que pendant toute ma carrière militaire. » Mais leur succès n'était pas passé inaperçu. Le colonel Hayes était de plus en plus frustré par chaque rapport positif sur leur programme. Le colonel Hayes lut l'article du journal avec une colère grandissante. Des officiers militaires locaux mènent un programme réussi pour les anciens combattants, titrait-il, accompagné d'une grande photo de Sarah et David lors de leur atelier du samedi.
Les programmes de transition officiels de Hayes avaient donné de mauvais résultats. Seuls 30% de ses participants avaient trouvé un emploi. Le programme bénévole de Sarah le faisait désormais passer pour un incompétent. « Ça suffit », marmonna Hayes. Il ordonna un audit complet du planning de travail de Sarah. L'enquête révéla qu'elle avait utilisé une partie de ses heures de travail pour coordonner le programme pour les anciens combattants, ce qui constituait techniquement une violation du règlement de la base. « Utilisation abusive du temps et des ressources militaires », écrivit Hayes dans son rapport. Le commandant Mitchell a donné la priorité à des activités non autorisées au détriment de ses fonctions officielles. Hayes s'en prit également directement à David. Il s'est demandé si une personne souffrant de troubles psychologiques liés au combat pouvait encadrer d'autres anciens combattants. David Rivers a suivi un traitement pour un syndrome de stress post-traumatique, a déclaré Hayes à son équipe. Il pourrait être instable en présence d'anciens combattants vulnérables. Les attaques étaient soigneusement planifiées. Hayes savait qu'il ne pouvait pas mettre fin au programme directement, mais il pouvait détruire ses dirigeants. Sarah a reçu les résultats de l'audit un vendredi après-midi. Elle était accusée d'abus de temps de travail, une infraction qui pouvait mettre fin à sa carrière. « Il s'agit du succès du programme », a déclaré Sarah à David ce soir-là. Hayes ne supporte pas que nous fassions mieux que ces programmes officiels. David avait reçu sa propre lettre. La base remettait en question son aptitude à être mentor et exigeait son dossier médical complet. « Ils essaient de nous séparer », a déclaré David. « Ils nous attaquent individuellement pour que nous ne puissions pas nous soutenir mutuellement. » Emma a entendu la conversation depuis la pièce voisine. « Papa, est-ce que les méchants veulent encore te faire du mal ?» David a pris sa fille dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout ira bien. » Mais en privé, Sarah et David savaient tous deux que la véritable guerre ne faisait que commencer. Hayes a lancé son attaque sur plusieurs fronts. Sarah s'est soudainement vue confier des tâches supplémentaires qui l'obligeaient à travailler tard tous les soirs, ce qui lui rendait impossible de participer au programme pour anciens combattants. David a dû faire face à des inspections surprises à son domicile concernant la garde d'Emma. Des travailleurs sociaux se sont présentés à sa porte pour s'enquérir de sa stabilité mentale et de son aptitude à être parent. Quelqu'un a déposé une plainte anonyme, a expliqué le travailleur social. Cette personne affirme que vous êtes instable et que vous pourriez être dangereux pour votre fille. Les mains tremblantes, David a lu les documents officiels. Perdre Emma était sa plus grande crainte. Au même moment, les anciens combattants participant au programme recevaient des appels téléphoniques inquiétants. Des inconnus leur disaient que leur participation au programme de Sarah et David pourrait avoir des répercussions sur leurs prestations militaires. Ils ont dit que le programme n'était pas officiellement approuvé, a déclaré Mike Torres, un ancien combattant, à Sarah. Ils m'ont averti que je risquais de perdre mes prestations d'invalidité. Plusieurs anciens combattants ont cessé de venir aux séances du samedi. La peur était l'arme la plus efficace de Hayes. Sarah a découvert que ses emails personnels et ses appels téléphoniques étaient surveillés sous prétexte d'un contrôle de sécurité de routine. Elle n'avait plus aucune vie privée. « Ils lisent tout », a déclaré Sarah à David lors d'une conversation prudente à l'église. « Nous devons partir du principe qu'ils nous écoutent en ce moment même. » L'audit financier du programme a révélé de petites erreurs administratives, des reçus manquants pour des fournitures, des documents peu clairs concernant les dons de matériel. Hayes a transformé ces problèmes mineurs en preuve de malversation financière. Sarah se sentait complètement isolée. Ses collègues évitaient de la fréquenter, de peur d'être associés à une personne faisant l'objet d'une enquête. « Ils nous détruisent petit à petit », a déclaré David à voix basse. Mais le pire était encore à venir. Hayes préparait son attaque finale, celle qui menacerait ce que David avait de plus précieux au monde. L'appel est arrivé un mardi matin. Le conseiller scolaire d'Emma semblait inquiet. « Monsieur Rivers, vous devez venir immédiatement. Les services de protection de l'enfance sont ici pour vous poser des questions au sujet d'Emma. »
Le cœur de David s'est arrêté. Il s'est précipité à l'école et a trouvé Emma assise dans le bureau du directeur, confuse et effrayée. « Papa, ils m'ont demandé si tu te mettais parfois en colère ou si tu faisais peur », a chuchoté Emma en le voyant. L'agent des services sociaux était froid et officiel. « Nous avons reçu des informations selon lesquelles vous souffrez d'un trouble mental lié au combat et que vous pourriez représenter un danger pour votre fille. »« C'est complètement faux », répondit David en essayant de rester calme. « J'ai terminé mon traitement il y a des années. Nous devons enquêter. Emma devra peut-être rester chez des proches pendant que nous examinons votre dossier. » David sentit son monde s'écrouler. Quelqu'un utilisait son service militaire, son sacrifice pour son pays, pour essayer de lui enlever sa fille. Pendant ce temps, Sarah faisait face à sa propre crise. Le colonel Hayes la convoqua dans son bureau pour lui donner un ultimatum. « Cessez immédiatement tout contact avec David Rivers, ou vous serez traduite en cour martiale pour conduite préjudiciable à l'ordre et à la discipline. » Sur la base de quelles preuves? 2 ans de relations inappropriées avec un employé civil. Utilisation abusive de ressources militaires, insubordination. Hayes se pencha en avant. Signer cet accord pour être muté à un poste administratif en Alaska, rompez tout lien avec Rivers et tout cela sera oublié. Sarah regarda les documents de transfert. L'Alaska signifiait la fin de sa carrière, l'exil vers un poste insignifiant où elle ne pourrait plus jamais faire la différence. Et si je refuse? La cour martiale. Une exclusion de l'armée avec dégradation, la perte de tous vos avantages et de votre pension. Sarah se leva lentement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez 24 heures. Ce soir-là, Sarah et David se retrouvèrent à l'église. Emma était assise à côté, encore sous le choc de son interrogatoire à l'école. Ils nous obligent à choisir, dit Sarah. Abandonner l'autre ou tout perdre? David regarda sa fille effrayée. Je ne peux pas perdre Emma, elle est tout pour moi. Sarah comprenait, mais capituler maintenant signifiait que Hayes détruirait d'autres personnes innocentes à l'avenir. Ce choix allait définir qui ils étaient vraiment. Sarah contacta le major Jessica Torres, une avocate militaire et ancienne camarade de classe de l'Académie de l'armée de l'air. Jessica examina le dossier avec un œil juridique averti. « C'est du harcèlement, purement et simplement », déclara Jessica après 2 heures de lecture. Hayes a violé la procédure régulière à plusieurs reprises. Il utilise sa position pour mener une vendetta personnelle. Jessica a déposé une plainte officielle auprès du bureau de l'inspecteur général et a demandé une enquête immédiate sur la conduite de Hayes. Pendant ce temps, les anciens combattants du programme ont pris les choses en main. Sans qu'on leur demande, ils ont organisé une campagne de lettres à l'intention de leurs représentants au Congrès. Le commandant Mitchell et David Rivers ont changé nos vies, a écrit l'ancien combattant Tom Bradley. Ils nous ont donné de l'espoir lorsque les programmes officiels nous ont laissé tomber. 43 anciens combattants ont signé une lettre commune décrivant comment le programme les avait aidés à trouver un emploi et à reconstruire leur vie. La lettre comprenait des statistiques sur l'emploi qui donnaient une image désastreuse des programmes officiels de Hayes. Un journaliste chevronné nommé Carlos Martinez a entendu parler de cette histoire et a commencé à enquêter. Après 2 mois de recherche, il a mis au jour un système de discrimination à la base aérienne de Whitmore. Hayes s'en est pris à toutes les femmes officiers qui ont contesté ces méthodes, a déclaré Martinez à Sarah lors d'un entretien confidentiel. Vous n'êtes pas sa première victime. L'enquête de Martinez a révélé que Hayes avait supprimé des données montrant l'échec de ses programmes de transition tout en s'attribuant le mérite de succès qu'il n'avait pas obtenu. Sarah a pris une décision cruciale. Au lieu de se battre par des gestes spectaculaires, elle allait utiliser les voies légales et des preuves factuelles. « Nous allons le battre avec la vérité », a déclaré Sarah à David. « Pas avec des émotions, mais avec des documents et des témoins. » Jessica Torres a préparé une réponse juridique complète. L'affaire serait portée devant l'inspecteur général de l'armée lors d'une audience officielle. « Cela prendra des mois », a averti Jessica. Hayes ripostera violemment. « Êtes-vous prêt à cela »
Sarah a regardé David, qui était toujours menacé de perdre Emma. Elle a pensé aux vétérans qui leur faisaient confiance. Nous sommes allés trop loin pour abandonner maintenant. 8 mois plus tard, l'audience officielle s'ouvrait au quartier général de l'armée. L'inspecteur général avait réuni un panel d'officiers supérieurs chargés d'examiner la conduite de Hayes et les accusations portées contre Sarah. Sarah témoigna la première, présentant les SMS originaux de David et les documents médicaux de la nuit où elle s'était effondrée. Son témoignage était calme et factuel. David Rivers a suivi tous les protocoles appropriés. Il a documenté ses actions et protégé nos 2 réputations, déclara Sarah au panel. David a ensuite témoigné, expliquant son parcours militaire et sa décision d'aider un officier inconscient. Sa voix était ferme et respectueuse. « J'ai fait ce que n'importe quel soldat aurait fait. J'ai apporté une assistance médicale et suivi les procédures appropriées. » Les anciens combattants ont témoigné par vidéoconférence en raison des frais de déplacement. L'un après l'autre, ils ont décrit comment le programme avait changé leur vie. « J'étais sans abri et sans espoir », a déclaré l'ancienne combattante Maria Gonzalez. « Sarah et David m'ont appris des compétences et m'ont donné confiance en moi. Aujourd'hui, je subviens aux besoins de ma famille en tant que soudeur certifié. » L'audience a révélé des informations accablantes sur Hayes. Des documents internes ont montré qu'il avait dissimulé les mauvais résultats de ses programmes officiels, tout en revendiquant des succès qu'il n'avait pas obtenus. Le colonel Hayes a supprimé des rapports indiquant un taux d'échec de 70% dans ses programmes de transition, a déclaré le docteur Robert Kim, psychologue militaire. Il a également falsifié des statistiques destinées au Congrès. Jessica Torres a présenté des preuves du comportement discriminatoire de Hayes à l'égard des femmes officiers et des minorités pendant 5 ans. Le témoignage le plus accablant est venu du soldat Jake Morrison, qui avait lancé les fausses rumeurs. Sous serment, il a admis avoir menti au sujet de la relation entre Sarah et David. « J'étais en colère contre le leadership féminin. Le colonel Hayes encourageait les soldats comme moi à signaler tout problème avec les femmes officiers. L'audience de 3 jours a révélé une corruption et une discrimination systématique à la base aérienne de Whitmore. La décision de l'inspecteur général est tombée 6 semaines plus tard. Sarah et David étaient assis dans le bureau de Jessica Torres lorsqu'elle a lu le rapport officiel. Le colonel Hayes est reconnu coupable d'abus d'autorité, de discrimination et de falsification de documents officiels, a lu Jessica à haute voix. Il est immédiatement relevé de ses fonctions et risque la cour martiale. Sarah sentit un poids lui être enlevé des épaules. Après 2 ans d'attaque, la vérité avait enfin triomphé. Toutes les charges retenues contre le commandant Mitchell sont abandonnées. Elle est officiellement innocentée de tout acte répréhensible, poursuivit Jessica. Le rapport innocentait également David de toute responsabilité. L'affaire engagée contre lui par les services de protection de l'enfance fut classée sans suite et Emma était en sécurité. David Rivers est réintégré avec le paiement intégral de son salaire et de ses avantages sociaux. On lui offre un poste permanent avec des responsabilités accrues. Mais la meilleure nouvelle était encore à venir. L'inspecteur général recommanda que Sarah soit promue et mutée au Pentagone pour travailler sur la politique de transition des anciens combattants au niveau national. Ils veulent que tu utilises ce que tu as appris pour améliorer le système partout, expliqua Jessica. Le programme pour les anciens combattants a été officiellement reconnu et a reçu une subvention du gouvernement pour poursuivre ses activités. Il servirait de modèle pour d'autres bases militaires. Le colonel Hayes a été muté à un poste administratif en attendant son procès en cour martiale. Sa carrière était pratiquement terminée. Sarah a accepté le poste au Pentagone. Cela signifiait qu'elle pouvait apporter de réels changements dans la manière dont l'armée aidait les anciens combattants à se réinsérer dans la vie civile. David est devenu le directeur officiel du programme élargi pour les anciens combattants à Whitmore. Il gagnait bien sa vie, tout en faisant un travail important. Emma, qui avait maintenant 10 ans, était fière de son père. « Papa, tu es célèbre maintenant », lui a-t-elle dit en lui montrant un article de journal sur leur victoire. «
Je ne suis pas célèbre, ma chérie. Je fais simplement ce qui est juste. » Sarah se préparait à quitter la base aérienne de Whitmore, mais elle savait que son vrai travail ne faisait que commencer. 3 ans plus tard, Sarah traversait les couloirs du Pentagone avec une confiance tranquille. En tant que directrice de la politique de transition militaire, elle avait mis en œuvre des changements qui avaient aidé des milliers d'anciens combattants à travers le pays. Sur les murs de son bureau étaient affichées des lettres d'anciens combattants qui avaient trouvé un emploi grâce à des programmes basés sur le modèle de Whitmore. Les témoignages de réussite affluaient des bases de tout le pays. Les nouveaux protocoles de transition affichent un taux de réussite de 85%, lui annonça son assistant. C'est 3 fois plus qu'avant. Sarah sourit. Le vrai changement prend du temps, mais il est en marche. Pendant ce temps, David supervisait le centre Whitmore Veteran Center, qui s'était agrandi. Ce qui avait commencé par des sessions le week-end dans une église était désormais un centre complet desservant 3 comtés. Emma, désormais âgée de 12 ans, continuait d'aider le week-end. Elle avait grandi entourée d'anciens combattants et comprenait mieux que la plupart des adultes les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. « Monsieur Rivers, le nouveau cours de soudure est complet », lui annonça son assistant. « Nous avons une liste d'attente de 40 personnes. » David acquiesça. « Voyons voir si nous pouvons ajouter des cours du soir. » Le programme avait formé plus de 500 anciens combattants et était désormais reconnu à l'échelle nationale. D'autres États copiaient leur méthode. Sarah rendit visite au centre pendant son congé. Elle et David avaient conservé leur relation professionnelle et leur amitié personnelle, fondée sur le respect mutuel. « Tu te souviens quand nous pensions que nous n'aidions qu'une seule personne à la fois ?» demanda Sarah en regardant les anciens combattants travailler dans les ateliers de formation. « C'est parfois ainsi que le vrai changement se produit, » répondit David. « Une personne, une décision, un acte pour faire ce qui est juste. » Sarah regarda autour d'elle le centre en effervescence. Des anciens combattants acquéraient des compétences, retrouvaient l'espoir, se construisaient un avenir. Leur volonté de se battre pour la vérité avait créé quelque chose de durable. La base aérienne de Whitmore avait une nouvelle direction engagée en faveur de l'équité et de l'inclusion. La culture changeait lentement. « Nous avons fait du bon travail ici, » dit Sarah. « Oui, en effet, » acquiesça David. « Et nous n'avons pas encore fini. » Emma courut vers eux, impatiente d'aider la fille d'un ancien combattant à faire ses devoirs. La nouvelle génération apprenait différentes leçons sur le service et le courage. Certaines victoires prennent des années à se concrétiser, mais elles changent tout ce qui suit.